Un millionnaire se promène dans le parc avec sa fiancée jusqu'à ce qu'il aperçoive son ex-femme enceinte, le fantôme du jardin du Luxembourg. Hector Delacroix resta paralysé au milieu de l'allée de terre, sentant l'oxygène quitter ses poumons d'un seul coup. Le brouhaha du jardin du Luxembourg disparut complètement. Le rugissement du sang battant ses tempes l'assourdit. Devant lui, à moins de 20 mètres, se tenait la femme qu'il avait lui-même chassée il y a 3 ans, car elle était soi-disant inutile, incapable de lui donner un héritier. Adeline était là, mais ce n'était pas la femme brisée et humiliée dont il se souvenait. Elle était assise à l'ombre d'un énorme chêne, baignée par la lumière dorée du crépuscule. Elle portait une simple chemise en jean bleu sur un t-shirt blanc et un jean. Mais ce qui brisa la raison d'Hector, c'est ce que ses vêtements enveloppaient. Un ventre énorme, une grossesse d'au moins 8 mois. « Hector, mon amour, je te parle. » La voix de Blandine, aiguë et irritante, tira sur son bras. Le fleuriste du mariage dit que les pivoines blanches doivent être importées de Hollande, et cela coûte 5 000 € supplémentaires. Tu m'écoutes? Hector ne l'écoutait pas. Ses yeux, sombres et toujours calculateurs, étaient fixés sur la scène devant lui, plantés comme des couteaux. Son impeccable costume noir sur mesure, la chemise blanche ouverte au cou, laissant entrevoir l'encre de ses tatouages. La posture de prédateur qui le caractérisait toujours en affaires. Tout s'effondra en une seconde. Adeline riait. Un rire clair, sincère, qui résonna dans la poitrine d'Hector comme un écho du passé. Autour d'elle, 4 jeunes enfants couraient, jouant avec des avions en plastique et des balles colorées à côté d'une poussette noire. Et sur les genoux d'Adeline, assise juste sur son énorme ventre de femme enceinte, il y avait une petite fille, une créature de pas plus de 3 ans, vêtue d'une robe à fleurs roses qui empilait des blocs de bois colorés pendant qu'Adeline l'embrassait sur la joue. Stérile, ce fut le mot. Ce fut le verdict médical que les spécialistes lui avaient remis il y a 3 ans dans une enveloppe scellée. La justification parfaite qu'Hector avait utilisée pour demander le divorce, aveuglé par son obsession d'avoir une lignée pour hériter de son empire immobilier. Il l'avait regardée pleurer sur le sol de son penthouse, lui avait tourné le dos, et l'avait rapidement remplacée par Blandine, la femme parfaite de la haute société. Et maintenant, la femme stérile était sur le point d'accoucher, entourée de vie, rayonnant d'un bonheur absolu que l'argent d'Hector n'avait jamais pu acheter. « Hector !» Blandine lui planta ses ongles parfaitement manucurés en rouge dans le bras, le secouant violemment. L'élégante longue robe de soirée qu'elle portait, avec cette audacieuse fente sur la jambe qui quelques minutes auparavant accaparait les regards du parc, paraissait maintenant à Hector un déguisement bon marché. « Qu'est-ce que tu regardes avec cette tête d'imbécile ?» Hector cligna des yeux, serrant la mâchoire jusqu'à ce que les muscles de son visage tremblent. « Lâche-moi !» grogna-t-il d'une voix si basse et rauque qu'elle fit reculer Blandine d'un pas. « Quoi ? Lâche-moi, Blandine !» Sans attendre de réponse, Hector se libéra de l'emprise de sa fiancée. Ses jambes bougeaient d'elles-mêmes. Chaque pas qu'il faisait sur le gravier du parc était un coup de marteau sur son orgueil. Sa respiration devint lourde. Son esprit tournait à une vitesse vertigineuse. C'était un miracle médical. Elle l'avait trompé. C'étaient des enfants adoptés. À mesure qu'il s'approchait, les détails devenaient plus nets. La peau d'Adeline brillait de santé, sans trace des cernes qui la consumaient durant ses derniers mois de mariage. Ses cheveux châtains tombaient librement, naturellement, agités par la brise parisienne. Elle ne portait pas de bijoux chers ni de sacs de créateur, mais elle semblait infiniment plus majestueuse que n'importe quelle femme qu'Hector avait connue dans sa vie. Un des enfants plus âgés, un garçon d'environ 5 ans, frappa un ballon rouge qui roula directement vers les chaussures en cuir lustré d'Hector. Le magnat arrêta le ballon du bout du pied. Adeline leva les yeux du jeu de bloc pour voir qui ramenait le ballon à son neveu. Le sourire se figea sur son visage. Le temps s'arrêta. Hector se tenait devant elle, à seulement 2 mètres de distance, bloquant la lumière du soleil. Le millionnaire implacable, l'homme qui ne craignait aucun rival à la table des négociations, sentit ses genoux fléchir sous le poids du regard de son ex-femme. Il s'attendait à voir de la douleur, du ressentiment, des larmes, ou qu'elle détourne le regard, honteuse ou blessée de le voir avec une autre femme. Mais ce qu'il trouva dans les yeux d'Adeline fut bien pire. Un regard de glace, d'indifférence absolue et dévastatrice. Adeline le regarda de la même manière qu'on regarde un passant quelconque qui vous bloque le chemin sur le trottoir. Il n'y eut pas un tremblement sur sa lèvre, pas un éclair de panique. Elle soupira légèrement, installa la petite fille sur ses genoux et soutint le regard d'Hector avec un calme qui lui brûla les entrailles. « Hector !» prononça-t-elle. Son ton était si neutre, si dénué d'émotion, que le nom sonna comme s'il le lisait dans un annuaire téléphonique.
Il tenta de parler, mais sa gorge était nouée. Il essaya de formuler une phrase arrogante, d'exiger une explication, de demander ce que signifiait ce ventre qui défiait toutes les lois médicales qu'on lui avait juré être vraies, mais il ne put laisser échapper qu'un murmure étouffé. « Adeline, es-tu » Il ne put finir sa phrase. Ses yeux redescendirent sur l'énorme ventre rond sous la chemise en jean. Adeline n'essaya même pas de se couvrir par instinct. Au contraire, elle posa une main protectrice sur son ventre avec une fierté défiante. « Enceinte ? Oui, de 8 mois, en fait, répondit-elle avec un sourire poli et glacial. Y a-t-il quelque chose que vous vouliez, ou êtes-vous juste venu nous bloquer le soleil? Les enfants jouent. L'impact de ces mots fut comme un coup de fouet. Hector serra les poings. Son instinct de contrôle luttait désespérément pour refaire surface. Les médecins ont dit que c'était impossible, cracha Hector. Sa voix montait en volume, teintée d'un mélange de confusion et de reproche. Les meilleurs spécialistes de Paris ont dit que ton corps ne pourrait jamais. Les médecins que vous avez payés, voulez-vous dire, l'interrompit Adeline. Sa voix ne monta pas d'un décibel, mais la fermeté de son ton le coupa comme du verre. Vous m'avez jeté comme un chien à la rue parce que mon corps ne servait pas à votre héritage. Il s'avère que mon corps fonctionne parfaitement, Hector. Il avait juste besoin d'être loin de votre toxicité pour avoir de la vie. Hector sentit le sang lui bouillir. L'humiliation commença à se transformer en colère. Il allait lui répondre. Il allait détruire cette confiance absurde qu'elle affichait quand un bruit derrière eux rompit la bulle. Hector Delacroix, pouvez-vous m'expliquer ce que cela signifie? Blandine était arrivée jusqu'à eux. Son visage était rouge de fureur, ses talons s'enfonçant maladroitement dans l'herbe. Elle regarda Adeline avec un dégoût non dissimulé, parcourant des yeux ses vêtements simples, les jouets éparpillés sur le sol et la poussette. Oh, je comprends. L'ex-femme rancunière qui joue à la dinette. Quelle scène pathétique. Adeline ne daigna même pas regarder Blandine, l'ignorant avec une maîtrise qui laissa la femme blonde tremblante de rage. Toute l'attention d'Adeline restait fixée sur la petite fille en robe rose qu'elle tenait sur ses genoux, qui avait laissé tomber un bloc de bois et tirait maintenant sur la chemise d'Adeline. « Maman !» dit la petite d'une voix douce et aiguë. « Maman, c'est tombé. » Hector sentit le sol sous ses pieds disparaître complètement. Le monde entier se réduisit à ce mot. « Maman !» Il baissa lentement les yeux vers la petite fille qui reposait sur les genoux d'Adeline. Auparavant, son esprit bloqué par le choc de la grossesse n'avait pas assimilé la petite. Mais maintenant, en la voyant de près, Hector sentit l'air devenir de plomb. La petite fille leva le visage pour regarder l'homme grand en costume sombre qui effrayait sa mère. Elle avait les cheveux foncés, lisses, mais ce furent ses yeux qui paralysèrent le cœur d'Hector. Ils étaient sombres, intenses, tirés au coin d'une manière très particulière. C'étaient ses yeux. Il regardait son propre reflet sur le visage d'une minuscule petite fille. La respiration d'Hector s'arrêta. Son cerveau, habitué à traiter des chiffres et des contrats multimilliardaires en quelques secondes, fit les calculs à une vitesse terrifiante. Ils avaient divorcé il y a exactement 3 ans. Il l'avait chassée de la maison en novembre. La petite fille devant lui n'était pas un nouveau-né. Elle parlait déjà, marchait, avait des traits définis. 3 ans. L'âge correspondait avec une précision chirurgicale. Adeline. La voix d'Hector se brisa. Toute trace d'arrogance avait disparu. Ses genoux cédèrent finalement un peu, se penchant en avant, hypnotisé par le visage de la petite. Cet enfant. Adeline réagit comme un ressort. D'un mouvement rapide et protecteur, elle tourna le corps de la petite fille pour cacher son visage contre sa poitrine, l'enveloppant de ses 2 bras. La froideur avait disparu de son visage, remplacée par l'instinct féroce d'une lionne, protégeant sa progéniture d'un prédateur. « N'ose pas !» siffla Adeline. Cette fois, il n'y avait pas de calme. Il y avait du venin. Ses yeux étincelèrent. « N'ose pas la regarder. Vous n'avez aucun droit de respirer le même air qu'elle. Elle a mon âge, » balbutia Hector, ignorant la fureur de son ex-femme. Il était en état de choc. Il tendit une main tremblante vers la petite, oubliant complètement où il était, qu'il observait, et que Blandine criait son nom derrière lui. « Elle a mes yeux, Adeline. Dis-moi la vérité. »« Chest. C'est la fille de Louis, mon mari, » coupa Adeline, se levant du banc avec une agilité surprenante pour son état. Les 4 autres enfants, sentant la tension, se regroupèrent rapidement derrière elle. « Et le bébé que j'attends est aussi le sien. Vous n'êtes qu'un mauvais souvenir que nous avons déjà enterré. »« Hector !» Adeline prit la poignée de la poussette noire d'une main et serra la petite Lilou contre sa hanche de l'autre. « Allons-y les enfants. Ton père nous attend à l'entrée, » leur dit-elle aux enfants plus âgés, sans quitter des yeux le regard menaçant d'Hector. « N'ose pas me tourner le dos.
rugit Hector, faisant un pas en avant. La cravate sembla l'étouffer. Le désespoir se transformait en folie. Ne me mens pas en face. Les dates ne correspondent pas, et tu le sais. Dis-moi si elle est à moi. Adeline s'arrêta, ajusta mieux la petite fille dans son bras, tourna la tête et le regarda de haut en bas avec un mélange de pitié et de répulsion. Vous avez signé des papiers il y a 3 ans, assurant que mon ventre était une terre stérile, et vous m'avez jeté à la poubelle, dit Adeline, la voix chargée d'une douleur ancienne, mais déjà guérie. Vous ne pouvez pas venir maintenant réclamer les fruits d'un arbre que vous avez refusé d'arroser. Retournez à votre vie parfaite, Hector, car dans la mienne, vous êtes mort. Sans ajouter un mot de plus, Adeline tourna les talons et s'éloigna sur le sentier, entourée des enfants, laissant derrière elle une traînée de rires enfantins qui s'estompaient. Hector ne la suivit pas. Ses pieds étaient cloués au sol. À ses côtés, Blandine fulminait de rage, exigeant le respect, insultant Adeline et tirant le bras de son fiancé. Mais Hector n'écoutait pas un seul mot. Le magnat regarda fixement le banc en bois vide, où quelques secondes auparavant était assise la famille qu'il avait toujours désirée. La famille que sa propre ambition et les faux diagnostics médicaux lui avaient arrachée. Son cœur battait contre ses côtes avec une fureur incontrôlable. Les dates correspondaient. C'était sa fille, et quelqu'un dans une clinique de Paris allait payer avec du sang pour lui avoir volé les 3 dernières années de sa vie. La graine de la paranoïa. Le penthouse de 500 carrés mètres sur l'avenue Montaigne, évalué à plus de 10 millions d'euros, ne s'était jamais senti aussi étouffant, aussi minuscule et aussi froid. Les murs de verre du sol au plafond offraient une vue panoramique sur la nuit parisienne. Une mer de lumière dorée et de phares de voitures en mouvement constant. Mais Hector Delacroix ne voyait rien de tout cela. Il se tenait devant la baie vitrée avec un verre de whisky de Malte à moitié vide dans la main droite, le regard perdu dans son propre reflet sur le verre sombre. Peu importe combien d'alcool il tentait d'ingérer pour anesthésier son cerveau. L'image de la petite fille du parc restait gravée au fer rouge sur ses rétines. Ses yeux sombres, la forme exacte de la mâchoire, l'inclinaison des sourcils. C'était se voir lui-même dans une vieille photographie d'enfance, mais sur le visage d'une enfant de 3 ans qui portait une robe à fleurs et appelait « Maman » la femme qui l'avait détruite. 3 ans. Les chiffres tournaient dans sa tête comme la roulette d'un casino dément. Novembre. Il y a exactement 3 ans et 4 mois, ils avaient signé les papiers du divorce. Il l'avait obligé à signer, lui disant qu'un empire comme le sien ne pouvait pas reposer sur une lignée morte, qu'il avait besoin d'héritiers, que le conseil d'administration et la presse exigeaient une image de famille parfaite qu'elle, avec son défaut, ne pourrait jamais lui donner. Il se souvenait d'Adeline pleurant sur le sol de marbre de ce même salon, le suppliant de chercher d'autres options, que l'amour devait être suffisant. Il lui avait tourné le dos, l'avait chassé de sa vie avec la froideur de celui qui liquide une entreprise en faillite. Si la petite fille avait 3 ans, cela signifiait qu'Adeline était déjà enceinte quand il l'avait chassée. Ou pire encore, qu'elle était tombée enceinte dans les semaines précédant la séparation. « Tu vas rester là toute la nuit à regarder le vide comme un psychopathe ?» La voix de Blandine coupa le silence du salon, acérée et pleine de reproches. Hector ne se retourna pas. Il vit le reflet de sa fiancée s'approcher par le couloir. Elle portait une robe de chambre en soie noire, les cheveux blonds parfaitement coiffés, tenant une coupe de champagne. Le contraste entre elle et Adeline le frappa de nouveau. Blandine était un trophée, une alliance stratégique entre les 2 familles les plus riches de la capitale. Adeline, en revanche, Adeline avait été son foyer, un foyer qu'il avait lui-même démoli avec un boulet de démolition appelé ambition. « Je t'ai posé une question, Hector », insista Blandine, s'arrêtant à quelques centimètres de son dos. L'odeur de son parfum français, autrefois enivrante, lui souleva maintenant l'estomac. « Cela fait 3 heures que tu ne dis pas un mot. Tu as annulé le dîner avec les ambassadeurs, tu es descendu de la voiture à mi-chemin et tu t'es enfermé ici. Tout ça à cause de cet affamé du parc. Vas-tu vraiment laisser ton ex-femme gâcher notre week-end ?»« Cet enfant, » murmura Hector, sa voix rauque raclant contre le verre. « Cet enfant qui était sur ses genoux. » Blandine lâcha un rire sec, méprisant, et but une gorgée de son champagne. « S'il te plaît, tu vas me dire que tu as maintenant un instinct paternel pour les déchets des autres ? Cette femme est une opportuniste, Hector. Elle a sûrement couché avec le premier ouvrier qui lui a prêté attention juste après être parti de cette maison. Ou peut être qu'elle les a adoptés pour faire pitié. Tu sais comment sont les gens des quartiers pauvres. Ils se reproduisent comme. Le son du verre de whisky s'écrasant contre le mur de marbre fit pousser un cri étouffé à Blandine. Le verre explosa en des centaines de morceaux à 1 mètre d'elle, éclaboussant le mur d'alcool ambré.
Hector se retourna lentement. Ses yeux, injectés de sang, étaient deux abîmes de pure fureur. Le prédateur des affaires, l'homme qui détruisait des corporations sans ciller, était complètement déchaîné. « Ne rouvre plus jamais la bouche pour parler d'elle », siffla-t-il, faisant un pas vers Blandine, qui recula instinctivement le visage pâle et la coupe tremblante à la main. « N'ose pas l'insulter dans cette maison. Es-tu fou ?» cria Blandine d'une voix tremblante, essayant de maintenir son masque d'arrogance. « Je suis ta fiancée. Nous nous marions dans 3 semaines. Tu ne peux pas me traiter comme ça pour une stupide histoire du passé. Les médecins ont été clairs, Hector. Elle est stérile. Les examens de la clinique Saint-Germain l'ont confirmé 3 fois. » Hector s'arrêta net. Les échos des cris de Blandine rebondirent sur les murs de l'immense salon, mais seuls 2 mots restèrent flottants dans l'air lourd. Clinique Saint-Germain, la prestigieuse clinique privée, le docteur Beaumont, l'homme en blouse blanche au sourire condescendant qui lui avait remis le diagnostic final dans une enveloppe scellée. Le même médecin qui, curieusement, avait pris sa retraite dans une villa sur la Côte d'Azur quelques mois seulement après ce diagnostic. Une suspicion sombre, venimeuse et terrifiante commença à germer dans l'esprit du magnat. Et la petite fille était la sienne. Si Adeline était enceinte maintenant de 8 mois, les mathématiques ne mentaient pas, la biologie ne mentait pas. Quelqu'un avait menti. Quelqu'un avait joué à être Dieu avec sa vie, avec son mariage et avec sa future famille. Hector passa à côté de Blandine sans la regarder, la laissant tremblante de rage et de peur au milieu du salon. Il traversa le couloir à grandes enjambées. Il entra dans son bureau privé, tapissé de bois de noyer, et ferma la lourde porte à clé. L'obscurité de la pièce n'était rompue que par la lumière des réverbères de la rue. Il s'approcha de son bureau, ouvrit le premier tiroir avec violence et en sortit un téléphone portable noir, intraçable. Il ne l'utilisait que pour les opérations les plus délicates de son empire, pour contacter les gens qui évoluaient dans l'ombre et résolvaient des problèmes que l'argent propre ne pouvait toucher. Il composa un numéro à 3 chiffres et attendit. Au 3e bip, une voix grave et éraillée répondit à l'autre bout. « Monsieur Delacroix, il est 3 heures du matin. »« Léger, » dit Hector, posant ses 2 mains sur le bureau, se penchant en avant comme si le poids de son propre corps allait le faire s'effondrer. « J'ai besoin que vous laissiez absolument tout ce que vous faites. Annulez les suivis corporatifs. Annulez l'enquête sur les actions en bourse. Je vous veux ici, dans mon bureau à la première heure. Que cherchons-nous, monsieur ?» demanda l'enquêteur, comprenant immédiatement la tension homicide dans la voix de son patron. « Il y a 3 ans et demi, mon ex-femme Adeline Duval a été patiente à la clinique Saint-Germain sous la supervision du docteur Émile Beaumont. La respiration d'Hector s'accélérait à chaque mot. « Je veux tous ces dossiers et je ne parle pas de l'historique public. Je veux les fichiers cryptés. Je veux les emails personnels du docteur. Je veux ses comptes bancaires dans les paradis fiscaux. Je veux savoir ce qu'il a pris au petit déjeuner le jour où il a signé ce diagnostic et qui lui a payé le café. » Il y eut un bref silence à l'autre bout de la ligne. Léger était le meilleur, un ancien agent de renseignement qui ne posait pas de questions inutiles, mais la demande était monumentale et hautement illégale. « Monsieur, infiltrer les serveurs privés d'une clinique de ce niveau peut prendre des jours et laisser des traces. »« Je me fous des traces, Léger, et je me fous du coup, » grogna Hector, en serrant le téléphone jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. « Je vous paierai 1 million d'euros si vous l'avez en 48 heures. Trouvez la vérité, car je commence à croire qu'on m'a volé ma vie. Et si c'est le cas, je brûlerai Paris jusqu'aux fondations pour la récupérer. » Le dossier altéré, la pluie tombait sans pitié sur Paris, frappant les immenses fenêtres du bureau d'Hector, comme si le ciel lui-même essayait d'entrer de force. Il s'était écoulé exactement 48 heures depuis l'appel. 2 jours où Hector avait à peine dormi, annulant des réunions, ignorant les appels frénétiques de Blandine et se nourrissant de café noir et d'une angoisse qui lui dévorait la poitrine. À 23 chéropile, la porte du bureau s'ouvrit. Léger entra en silence. Il portait un imperméable trempé qu'il laissa égoutter sur le tapis persan à 50 000 euros, mais Hector s'en moquait. Les yeux du millionnaire étaient rivés sur la mallette métallique que l'enquêteur portait attachée à son poignet. Sans dire un mot, Léger s'approcha du bureau en noyer, introduisit la combinaison de sécurité, ouvrit la mallette et en sortit une épaisse enveloppe en papier craft sans marque. Il la fit glisser sur la surface polie du bois jusqu'à ce qu'elle soit juste devant Hector. Le silence dans la pièce était absolu, seulement rompu par le tambourinement incessant de la pluie contre la vitre. « Qu'avez-vous trouvé ?» demanda Hector, sa voix à peine un murmure rauque. Pour la première fois depuis des décennies, l'homme qui déplaçait des millions d'un simple paraphe avait peur d'ouvrir une enveloppe. Léger ajusta sa veste mouillée,
son visage inexpressif comme un masque de pierre. Ce ne fut pas facile, monsieur Delacroix. Le docteur Beaumont a été extrêmement prudent. Il a nettoyé les serveurs principaux de Saint-Germain le mois même de votre divorce. Les dossiers officiels de votre ex-femme, Madame Duval, montrent exactement ce qu'on vous a dit. Insuffisance ovarienne, prématurée, sévère, stérilité irréversible. Hector ferma les yeux, sentant un nœud de frustration dans la gorge. Il s'était trompé. C'était son désespoir qui jouait avec son esprit. Et si la petite fille du parc n'était vraiment pas la sienne, et n'était qu'une coïncidence macabre du destin? Mais, continua Léger en faisant un pas en avant et en pointant l'enveloppe d'un index. Beaumont a commis l'erreur des lâches. Il a gardé une assurance vie. Nous avons trouvé un coffre-fort numérique caché sous un serveur fantôme en Suisse à son nom. Là, il gardait les fichiers bruts, les résultats sanguins originaux du laboratoire, datés 3 jours avant la consultation où l'on vous a donné le diagnostic. Hector n'attendit plus. Ses mains tremblantes déchirèrent le papier Kraft, en sortant une pile de feuilles à en tête de la clinique. Son regard parcourut rapidement les graphiques, les chiffres incompréhensibles des niveaux hormonaux jusqu'à la dernière page, où un résumé technique en gras se détachait du reste du texte. Paciente Adeline Duval. Diagnostic final. Système reproducteur en parfaite condition. Niveau de fertilité optimaux, sans anomalie détectable. L'air quitta les poumons d'Hector. Les lettres commencèrent à danser devant ses yeux. Optimaux, parfaite condition. Adeline était complètement saine. Il n'y avait jamais eu de stérilité, jamais eu de défaillance biologique. Chaque larme qu'elle avait versée dans ce même penthouse, chaque fois qu'elle s'était blâmée de ne pas pouvoir lui donner un enfant, chaque insulte silencieuse qu'il lui avait lancée avec son mépris, tout avait été construit sur un mensonge monstrueux. Et si elle était fertile, la petite fille du parc, Lilou, le visage identique au sien. Les dates coïncidaient comme un puzzle maudit. On l'avait séparée de sa propre chair et de son propre sang. Hector s'effondra sur sa chaise en cuir, le document tremblant dans sa main. Une larme solitaire, la première en plus de 20 ans, traça un sillon chaud sur sa joue jusqu'à se perdre dans sa barbe. C'était une douleur si aiguë, si profonde, qu'elle lui coupait la respiration. Il avait abandonné sa femme alors qu'elle était enceinte de sa propre fille, la laissant à son sort dans les rues de Paris sans un sou, répudiée et seule. « Pourquoi ?» murmura Hector, le regard rivé dans le vide, essayant de trouver un sens au massacre de sa vie. Pourquoi Beaumont falsifierait-il une chose pareille? Que gagnait un médecin de son prestige en détruisant un mariage? Léger fit glisser une deuxième feuille de papier sur le bureau. C'était une capture d'écran d'un relevé de compte bancaire international dans une banque des îles Caïmans. « De l'argent, monsieur, beaucoup d'argent », répondit l'enquêteur, son ton devenant plus sombre. Beaumont a reçu un virement de 3 millions d'euros, exactement 48 heures après vous avoir remis le faux diagnostic. Avec cet argent, il a payé la villa sur la Côte d'Azur et a disparu de la carte médicale. Hector attrapa le document bancaire. Ses yeux dévorèrent les chiffres du virement, la date, la banque d'origine. Mais ce qui fit que son cœur s'arrêta complètement fut le nom de l'émetteur des fonds, le compte d'où avait été orchestrée la destruction de sa famille. Le papier froissa sous la pression des poings serrés du magnat. Les veines de son cou et de ses avant-bras gonflèrent, dessinant les bords sombres de ses tatouages. La tristesse et le regret qu'il ressentait une seconde auparavant s'évaporèrent d'un coup, remplacés par une fureur froide, calculée et létale. Un instinct meurtrier qu'il n'avait jamais expérimenté avec autant de pureté. Là, imprimé à l'encre noire indélébile, brillait le nom du titulaire du compte qui avait payé le pot de vin. Fiducie d'investissement Montaigne. Signataire autorisé, Blandine Montaigne. Hector lâcha le papier qui tomba lentement sur le bureau en noyer. Blandine, sa future épouse, la femme qui dormait dans la pièce voisine à ce moment précis, la femme qui avait organisé un mariage de 500 invités et qui se vantait de son amour sur les couvertures de tous les magazines de la haute société française. Elle avait acheté le médecin. Elle avait orchestré le faux diagnostic de stérilité pour le pousser au divorce, nettoyer le chemin et s'emparer du magnat et de son empire. Elle lui avait arraché Adeline. Elle lui avait volé sa fille. Monsieur Delacroix. Léger rompit le long et terrifiant silence de la pièce. Voulez-vous que nous impliquions la police? C'est un crime grave. Nous pouvons déposer les accusations dès demain matin. Et Madame Montaigne serait arrêtée avant midi. Hector se leva lentement de sa chaise, marcha vers la baie vitrée, regardant la ville baignée par la pluie nocturne. Son reflet dans le verre ne montrait plus un homme confus. Il montrait un bourreau. Un sourire sombre et dénué d'humanité se dessina sur son visage. « Non », dit Hector d'une voix si tranquille qu'elle fit frissonner.
La police est pour les crimes ordinaires, légers. Ce n'est pas un crime. C'est un acte de guerre. Et les traîtres ne sont pas livrés à la police. Ils sont exécutés sur la place publique. Hector se tourna vers son enquêteur, ses yeux brillants d'une lumière sadique. Le dîner de répétition du mariage est ce vendredi. Ses parents seront là, la presse, l'élite de Paris, et tous les associés de sa dégoûtante famille. Laissez Blandine continuer à choisir ses stupides pivoines blanches. Nous allons lui offrir le spectacle de sa vie. La trahison dans le même lit. Le soleil de midi rebondissait furieusement sur les eaux turquoises de la piscine à débordement dans la villa de la Côte d'Azur. Le docteur, Émile Beaumont, un verre de martini à la main et la peau bronzée par des années de retraite anticipée, ferma les yeux derrière ses lunettes de créateur. La vie était parfaite. 3 millions d'euros bien investis lui avaient acheté le paradis jusqu'à ce qu'une immense ombre bloque le soleil. Beaumont ouvrit les yeux, agacé. L'agacement se transforma en paralysie absolue en une fraction de seconde. Hector Delacroix se tenait devant sa chaise longue. Il ne portait pas de vêtements d'été, il portait un impeccable costume noir, la cravate desserrée et un regard qui n'appartenait pas à un homme d'affaires, mais à un bourreau. Derrière lui, 2 hommes en costume sombre flanquaient l'entrée vitrée de la terrasse. Le personnel de sécurité privé de la villa n'était nulle part. « Profitez du soleil, Émile ?» La voix d'Hector était un murmure grave, rauque qui glaça le sang du médecin malgré les 30 degrés. Un soleil que vous avez acheté avec le sang de ma famille. Le verre de martini glissa des doigts tremblants de Beaumont, s'écrasant sur le sol de marbre blanc. Le liquide éclaboussa les chaussures en cuir d'Hector, mais le magnat ne s'ila même pas. « Monsieur Delacroix, je ne vous attendais pas. Ma sécurité. » « Votre sécurité fait une sieste très profonde dans le garage, » l'interrompit Hector en faisant un pas en avant. D'un mouvement rapide et brutal, il saisit le médecin par le col de sa robe de chambre en soie à 1000 € et le souleva de la chaise longue comme une poupée de chiffon. « Vous avez cru que l'argent de Blandine vous protégerait pour toujours? Vous avez cru que vous pouviez jouer à être Dieu avec ma vie et vous en sortir impunément? Je ne sais pas de quoi vous parlez, » cria Beaumont, le visage rougi par le manque d'air, les mains s'accrochant inutilement au poignet de fer d'Hector. Le diagnostic était réel, une erreur médicale tout au plus. La science n'est pas exacte. Hector sourit. Ce fut un sourire qui retourna l'estomac de Beaumont. De sa main libre, le millionnaire sortit une liasse de papiers de sa poche intérieure et les jeta sur la poitrine du médecin. Le serveur fantôme en Suisse, Émile. Les fichiers bruts. 3 millions d'euros transférés depuis la fiducie de la famille Montaigne. 48 heures après que vous m'ayez remis l'enveloppe. La terreur absolue vida les yeux de Beaumont. Ses jambes lâchèrent, et Hector le relâcha, le laissant tomber à genoux sur les éclats de verre de sa propre coupe. Le médecin laissa échapper un gémissement de douleur, mais la panique était bien plus grande. « Léger !» appela Hector sans se retourner. L'enquêteur s'avança, tenant une caméra vidéo allumée avec un petit trépied, et la plaça sur la table de verre de la terrasse, pointant directement le visage pâle et transpirant du médecin. « Vous avez exactement 1 minute pour commencer à parler à cette caméra, Émile, » décréta Hector en s'accroupissant jusqu'à être à la hauteur des yeux terrifiés du médecin. La tension dans la mâchoire du magnat menaçait de lui briser les dents. « Je veux que vous me racontiez comment Blandine vous a acheté. Je veux chaque détail. Et si vous omettez une seule virgule, je vous jure sur la vie de la fille que vous m'avez volée, que je vous jetterai moi-même au fond de cette piscine, avec 100 kg d'acier attachés aux chevilles. » Beaumont regarda la caméra, regarda les yeux assassins d'Hector. Il sut qu'il n'y avait pas d'échappatoire. L'empire de mensonges s'était effondré. Il déglutit, mêlant le goût de la peur à celui de sa propre salive amère. « Elle est venue à ma consultation privée 1 semaine avant de vous remettre les résultats, » balbutia Beaumont, la voix brisée, regardant l'objectif. « Mademoiselle Blandine Montaigne m'a dit que vous étiez obsédé par l'idée d'avoir un héritier et que votre femme, Adeline... » Le médecin s'arrêta, respirant difficilement. « Parle !» rugit Hector, le saisissant par les cheveux pour maintenir son visage devant la caméra. Adeline n'était pas seulement fertile, monsieur Delacroix. Les mots sortirent en trombe, précipités par la panique. Les analyses de sang de cette semaine ont tout révélé. Adeline était déjà enceinte. Elle était à 5 semaines de gestation. Le monde d'Hector s'arrêta. Le son des vagues lointaines disparut. Le vent cessa de souffler. Enceinte. 5 semaines. Non seulement il l'avait chassée en la croyant stérile, mais il l'avait chassée en sachant, Blandine, sachant ce maudit médecin, qu'elle portait sa fille dans son ventre. Ils avaient tout planifié pour qu'il la détruise avant que son ventre ne commence à se voir. La douleur qui traversa la poitrine d'Hector fut si physique qu'il sentit ses côtes se briser.
Il était devenu le bourreau de sa propre femme et de sa fille à naître. Blandine a découvert les résultats dans le système de la clinique parce qu'elle a soudoyé une infirmière de triage, continua Beaumont, pleurant de terreur, voyant le regard vide d'Hector. Elle m'a offert les 3 millions pour altérer le diagnostic final. Elle m'a dit que si vous découvriez la grossesse, vous ne divorceriez jamais, et l'accord entre vos familles serait ruiné. J'ai modifié les valeurs hormonales, effacé l'échographie incipiente. Je suis désolé, monsieur Delacroix, l'argent m'a aveuglé. Hector se leva lentement. Il ressentait une nausée profonde, un dégoût insupportable envers lui-même et envers le monde entier, mais surtout envers la femme qui dormait chaque nuit dans son propre lit. Léger éteignit la caméra et retira la carte mémoire. « Laissez-le !» ordonna Hector d'une voix sépulcrale en se tournant vers la sortie. Sa vie luxueuse vient de se terminer. Les autorités médicales et le fisc recevront cette vidéo de manière anonyme dans 1 heure. Il perdra sa licence, sa villa et mourra en prison. Cette même nuit, de retour à Paris, Hector entra dans sa chambre dans le penthouse. L'obscurité était presque totale. Blandine dormait paisiblement au centre de l'immense lit de soie, un masque de gel sur les yeux et respirant avec la tranquillité de quelqu'un qui croit avoir le monde à ses pieds. Hector s'arrêta au pied du lit. Il l'observa pendant de longues minutes. La rage qui lui bouillait dans les veines était si toxique qu'il pouvait presque la goûter. Il dormait à côté d'un monstre qu'il avait lui-même introduit chez lui pour remplacer la seule femme qu'il avait vraiment aimée. Avec un contrôle de soi surhumain, Hector se déshabilla, se glissa dans le lit et fixa le plafond. Il ne dormit pas une seule seconde. Demain était le dîner de répétition. Demain, Blandine Montaigne allait connaître ce qu'était le véritable enfer. Le dîner empoisonné. Le salon principal du grand hôtel particulier du 8e arrondissement était baigné par la lumière dorée de 3 immenses lustres en cristal de Murano. 150 invités de la plus haute aristocratie et élite d'affaires françaises murmuraient entre des coupes de champagne à 200 € et des plateaux de caviar. Les violons en fond jouaient une mélodie douce. Tout était un déferlement de luxe, écœuramment parfait. Blandine était radieuse. Elle portait une robe de haute couture blanc-perle qui moulait sa silhouette. Une annonce de la mariée parfaite qui était sur le point d'être couronnée reine de l'Empire de la Croix. Elle allait de table en table, riant fort, prenant le bras d'Hector, l'exhibant comme son plus grand trophée. Hector marchait à ses côtés comme un fantôme de glace. Il portait un smoking noir, sa posture rigide, son visage inescrutable. Personne ne remarquait la tempête apocalyptique qui se cachait derrière ses yeux sombres. « Regarde les femmes des directeurs, mon amour !» murmura Blandine à l'oreille d'Hector, se serrant contre lui. « Elles meurent d'envie. Elles savent que demain, notre mariage fera la une de tous les magazines. » « Ah, Hector, si Adeline pouvait nous voir maintenant. Elle est sûrement en train de nettoyer des escaliers dans un faubourg puant. » Hector serra la coupe de cristal qu'il tenait jusqu'à ce que le pied menace de se briser. « Oui, sûrement, Blandine, » répondit-il d'une voix si dénuée d'émotion qu'elle sembla mécanique. Le moment du toast arriva. Le père de Blandine, un banquier au visage arrogant, frappa sa coupe avec un couvert en argent, demandant le silence. « Mesdames et messieurs, demain nos familles s'unissent pour créer le plus grand empire immobilier et financier d'Europe. Mais au-delà des affaires, nous célébrons l'amour inconditionnel de ma fille Blandine et d'un homme brillant, Hector Delacroix, aux jeunes mariés. » Les applaudissements résonnèrent dans le salon. Blandine sourit, baissant le regard avec une fausse modestie, et poussa doucement Hector pour qu'il prenne la parole. Hector fit un pas en avant. Le silence devint absolu. Tous les yeux de l'élite de Paris étaient braqués sur lui. Les journalistes accrédités préparèrent leurs caméras. « Merci Armand », commença Hector, regardant fixement le père de Blandine, puis se tournant lentement vers sa fiancée. « Blandine a raison. Cette soirée est spéciale. Cette soirée marque un avant et un après dans nos vies. Car le mariage doit être basé sur la vérité absolue, sur l'absence de secret. » Blandine sourit, caressant le bras d'Hector. « J'ai préparé une petite surprise, une vidéo qui résume l'essence de ce que Blandine a fait pour nous pour notre avenir. » Hector leva la main gauche et claqua des doigts. Les lumières du salon s'éteignirent d'un coup. La musique des violons s'arrêta brusquement. Derrière la table principale, un écran géant de 4 mètres de large descendit du plafond. Les invités murmurèrent, attendant un montage romantique de photos du couple à Paris ou sur des yachts en Méditerranée. L'écran s'illumina de blanc, mais il n'y avait pas de musique romantique, pas de photos de baisers. Apparut le visage pâle, transpirant et terrifié du docteur Émile Beaumont. La qualité de la vidéo était brute, éclairée par le soleil brutal de la Côte d'Azur.
Elle est venue à ma consultation privée une semaine avant de vous remettre les résultats. Mademoiselle Blandine Montaigne. La voix tremblante du médecin résonna dans les haut-parleurs du salon avec une clarté assourdissante. Une vague de confusion parcourut les tables. Le père de Blandine fronça les sourcils. Blandine, debout à côté d'Hector, sentit son estomac se nouer. « Hector, qu'est-ce que c'est » ? « Éteins ça immédiatement » siffla Blandine, sa voix chargée d'une panique aiguë, lui agrippant le bras. Hector ne bougea pas. Il se libéra de son emprise brusquement, gardant le regard fixé sur l'écran. « Elle m'a offert 3 millions pour altérer le diagnostic final. Adeline n'était pas seulement fertile, monsieur Delacroix. Adeline était déjà enceinte. Elle était à 5 semaines de gestation. » Le salon entier retint son souffle en même temps. Un halètement collectif emplit l'énorme espace. Plusieurs coupes tombèrent au sol, se brisant sur le marbre. Les flashs des journalistes commencèrent à crépiter frénétiquement, capturant l'humiliation en temps réel. J'ai modifié les valeurs hormonales, effacé l'échographie incipiente. L'argent que la famille Montaigne m'a payé m'a aveuglé. Sur l'écran apparurent en lettres rouges et gigantesques les copies des relevés bancaires de la fiducie Montaigne, les preuves irréfutables, les virements millionnaires, le nom de Blandine brillant comme une condamnation à mort en haute définition. « C'est un mensonge !» cria Blandine, hystérique, courant vers les techniciens du son dans le coin du salon. « C'est un montage. Éteignez cet écran. Hector, on te trompe. » Hector se tourna vers elle. Il marcha lentement comme un prédateur acculant sa proie devant 150 spectateurs. Blandine recula en heurtant la table principale, renversant le gâteau de répétition à 3 étages, qui s'écrasa au sol, dans une masse informe de crème et d'humiliation. « Un montage, Blandine ?» La voix d'Hector résonna dans le silence sépulcral du salon, froide comme l'azote liquide. « Le seul montage ici était le rôle de victime stérile que tu as forcé à jouer à la femme que j'aimais. Tu m'as fait jeter ma femme enceinte à la rue pour t'emparer de mes comptes bancaires. Hector, s'il te plaît, je peux l'expliquer. » Sanglota Blandine, le maquillage parfaitement tracé coulant sur son visage pâle, s'agenouillant littéralement devant lui, détruisant sa robe de haute couture contre le gâteau répandu au sol. Le père de Blandine s'avança, furieux. « Delacroix, c'est une infamie. Vous détruisez la réputation de ma fille. Je vous coulerai pour ça. » Hector tourna le visage vers le banquier. Son regard était mortel. « Non, Armand, c'est moi qui vous coulerai. En fait, c'est déjà fait. Il y a 1 heure, j'ai signé l'ordre de retirer absolument tous les fonds d'investissement de ma corporation des banques Montaigne. J'ai annulé toutes les garanties hypothécaires. Votre banque sera officiellement en faillite à l'ouverture du marché. Lundi matin, vous êtes fini. » Le père de Blandine porta une main à sa poitrine, pâlissant jusqu'à prendre la teinte d'un cadavre. Hector regarda Blandine, qui pleurait inconsolablement sur le sol, s'accrochant inutilement à ses chaussures. Il l'écarta d'un léger mouvement du pied, comme on écarte des déchets dans la rue. « Le mariage est annulé », annonça Hector, sa voix coupant l'air du salon comme un couteau dans l'obscurité. « Profitez du caviar. Vous l'avez payé avec le sang de ma fille. » Sans un regard en arrière, Hector Delacroix descendit de l'estrade. Il traversa l'allée centrale, se frayant un chemin parmi les invités qui s'écartaient, terrifiés, sur son passage. Il laissa derrière lui le luxe étouffant, les flashs des caméras, les cris hystériques de Blandine et les lamentations de son père. Il sortit dans la rue de Paris. L'air froid de la nuit frappa son visage, mais le feu en lui brûlait plus fort que jamais. Il avait détruit les monstres. Maintenant, le véritable défi commençait. Il devait aller à Belleville. Il devait affronter le pire des juges, la femme qu'il avait lui-même brisée, et récupérer la fille qui lui avait été volée. La piste, Fair's Adeline. Le moteur V12 de la Bentley noire ronronnait comme une bête en cage, tandis qu'elle s'engageait dans les rues étroites et usées de Belleville. C'était le sud de Paris, territoire ouvrier, des blocs d'appartements en briques apparentes, du linge étendu au balcon et des volets à moitié baissés. La voiture à 1,5 million d'euros d'Hector Delacroix, l'homme qui la nuit précédente avait décapité financièrement l'une des familles les plus riches de France, semblait un vaisseau spatial glissant dans un monde qu'il avait juré de ne jamais fouler. Hector arrêta la voiture au coin de la rue Parrocco Emilio Franco. Ses mains engourdies lâchèrent le volant en cuir cousu main. Il portait la même chemise blanche du dîner de répétition, sans cravate, froissée, le col déboutonné et les premiers boutons ouverts, laissant apparaître les sombres tatouages de sa poitrine. Il n'avait pas dormi. Ses yeux étaient injectés de sang, cernés de poches violettes qui lui donnaient l'allure d'un loup affamé et désespéré. Il avait payé léger le triple de son tarif habituel pour retrouver la localisation exacte d'Adeline en moins de 2 heures, et elle était là.
À 20 mètres de distance, devant une petite boulangerie de quartier à l'auvent vert délavé, se tenait la femme qui occupait chaque millimètre de ses pensées. Adeline portait une simple robe en coton jaune qui mettait en valeur son ventre énorme et magnifique de 8 mois. Ses cheveux châtains étaient attachés en une tresse négligée. Il n'y avait aucune trace du glamour en plastique des femmes qui entouraient Hector. Et pourtant, tandis qu'elle prenait une baguette au comptoir et souriait à la vendeuse, Hector sentit son cœur s'arrêter. C'était l'image vivante de la paix, une paix qu'il s'était lui-même chargé d'assassiner il y a 3 ans. Et puis il la vit, Lilou, sa fille. La petite fille sortit en courant de la boulangerie, tenant un biscuit à moitié croqué. Elle portait un petit jean avec des patchs aux genoux et un t-shirt blanc taché de chocolat. Elle trébucha sur ses propres pieds et tomba à genoux sur le trottoir irrégulier. Hector ouvrit violemment la porte de la Bentley, l'instinct de protection se déclenchant dans ses veines avec la force d'un éclair. Il voulait courir vers elle, il voulait la relever, essuyer ses larmes, crier au monde que personne à Paris n'oserait blesser l'héritière des Delacroix. Mais ses pieds restèrent cloués à l'asphalte. Quelqu'un l'avait devancé. Un homme grand, aux épaules larges et aux cheveux châtains ébouriffés, traversa la rue au pas de course. Il portait une salopette de travail bleu marine, tachée de graisse de moteur aux genoux et des bottes de sécurité usées. C'était un mécanicien, un homme aux mains sales et au salaire de fin de mois. L'homme s'accroupit rapidement devant la petite fille, avant qu'elle ne puisse verser sa première larme. « Debout, princesse. Les champions ne pleurent pas pour une égratignure. » La voix de l'homme était chaude, forte, débordante d'un amour si pur qu'Hector eut la nausée de son propre compte bancaire. L'homme souleva Lilou sous les aisselles et la fit tourner en l'air. La petite fille laissa échapper un rire cristallin qui résonna dans toute la rue, oubliant complètement le coup. « Papa, plus haut, papa !» cria Lilou, s'accrochant au cou de l'homme avec ses petits bras tachés de chocolat. « Papa !» Le mot fut une flèche empoisonnée directement à la jugulaire d'Hector. Il s'appuya contre la portière de la voiture, sentant que l'air de Belleville devenait irrespirable. La petite fille avait ses yeux, elle avait son sang, c'était sa lignée, sa chair, mais elle appelait papa, un homme qui ne gagnait probablement pas en 1 an ce qu'Hector dépensait en montre en 1 semaine. Adeline sortit de la boulangerie. En voyant la scène, son visage s'illumina d'une dévotion absolue. Elle s'approcha de l'homme, Louis, et lui écarta une mèche de cheveux graisseux du front. Louis posa la petite fille, entoura la taille élargie d'Adeline de ses mains énormes, et l'embrassa. Ce n'était pas un baiser d'exhibition comme ceux de Blandine. C'était un baiser profond, intime, de 2 personnes qui avaient construit un refuge impénétrable contre le monde. Louis caressa le ventre de sa femme, lui parla doucement au ventre, et Adeline laissa échapper une larme de bonheur. Hector observait la scène depuis les ombres de sa voiture de luxe. Le poison de la jalousie, l'envie la plus primitive, et un regret déchirant lui brûlait l'estomac. Cet homme lui avait volé sa vie, ou pire encore, cet homme avait ramassé les morceaux de diamant qu'Hector, dans sa stupidité et son arrogance, avait jetés à la poubelle. Louis prit Lilou par la main, prit le sac de pain de l'autre, et ils marchèrent tous les 3 ensemble vers le porche de l'immeuble en briques qui se trouvait à quelques mètres. Une famille parfaite, une forteresse d'amour blindée. Hector serra la mâchoire jusqu'à ce que ses dents grincent. Il essuya une larme traîtresse qui avait échappé sur sa joue. La douleur était terminée. Maintenant, il ne restait plus que la guerre. Il attendit. Il observa sa montre Rolex en platine. 10 minutes plus tard, Louis sortit du porche seul, des clés de voiture à la main, marchant dans la direction opposée vers une vieille Peugeot 206, garée à 2 rues. Il allait travailler. Adeline était seule. C'était le moment. Hector poussa la lourde porte de la Bentley et marcha vers le porche. Le démon allait frapper à la porte du ciel. La confrontation dans le porche. Adeline était dans le hall sombre de l'immeuble, vérifiant le courrier dans les boîtes aux lettres métalliques rouillées. La lumière vacillante du couloir lui donnait un air nostalgique. Elle avait une main posée protectricement sur son ventre, fredonnant une chanson enfantine, quand le son de chaussures en cuir coûteuse, frappant le sol en terrazzo, la fit se retourner. Le sourire sur ses lèvres s'effaça instantanément. Hector Delacroix se tenait sur le seuil de la porte vitrée. Son imposante silhouette bloquait la lumière de la rue. Sa respiration était lourde, son regard sombre et tourmenté. Il ressemblait à un roi détrôné, un homme qui avait le monde à ses pieds, mais qui à ce moment-là mendiait pour une seconde d'attention. « Partez de chez moi ». Tels furent les premiers et uniques mots d'Adeline. Sa voix ne trembla pas. Il n'y avait pas de peur, juste un profond et aigu mépris. Hector fit 2 pas à l'intérieur du hall. L'odeur d'humidité de l'immeuble contrastait violemment avec sa lotion de créateur.
Blandine m'a menti, lâcha Hector, sa voix rauque se brisant sur la dernière syllabe. Il n'y eut pas de préambule, pas de salutation. Elle a payé 3 millions d'euros à Beaumont. Ils ont falsifié tes analyses, Adeline. Je viens de le découvrir. J'ai détruit sa famille. Hier soir, j'ai rompu nos fiançailles. Je les ai tous coulés. Il s'attendait à ce qu'elle soit surprise. Il s'attendait à voir du soulagement, des larmes, une once d'empathie, en apprenant qu'il avait aussi été victime du complot. Mais Adeline se contenta de refermer la boîte aux lettres d'un coup sec qui résonna dans tout le porche. « Quelle tragédie grecque, Hector !» répondit-elle d'un ton si froid qu'il glaça l'air autour d'elle. « Toi et la psychopathe de ta fiancée vous êtes détruits mutuellement. Félicitations. Maintenant retourne-toi et rentre dans ta tour de cristal. Ton drame de riche ne m'intéresse pas. Tu ne comprends pas. » Hector réduisit la distance, s'arrêtant à seulement 1 mètre d'elle. Il tendit les mains dans un geste presque de supplication, quelque chose qu'il n'avait jamais fait de sa vie. « Je ne savais pas que tu étais fertile. Je ne savais pas que tu étais enceinte quand je t'ai jetée. On m'a trompé, Adeline. Si j'avais su que tu portais ma fille dans tes entrailles, jamais je n'aurais. Tais-toi. » Le cri d'Adeline fut comme un coup de fouet. Ses yeux, autrefois calmes, brûlaient maintenant d'une fureur implacable. « N'ose pas l'appeler ta fille. N'ose pas te laver les mains en disant que tu as été une victime. » Adeline fit un pas vers lui, acculant l'imposant millionnaire contre le mur, juste avec la force de sa colère. « Crois-tu que le problème était le faux diagnostic médical ?» siffla-t-elle, lui plantant l'index dans la poitrine juste sur les tatouages d'Hector. « Le problème, c'est que quand les médecins t'ont remis ce papier, tu ne m'as pas embrassé. Tu ne m'as pas dit « Ce n'est pas grave, je t'aime toi ». Tu m'as regardé avec dégoût. Tu m'as traité comme une jument défectueuse qui ne servait plus à la reproduction. Tu as choisi de croire un bout de papier et ta maîtresse blonde plutôt que de te battre pour ta femme. » Hector baissa le regard, détruit. Les mots d'Adeline étaient des couteaux de vérité qui lui écorchaient l'âme. « Je sais, » murmura-t-il, les yeux brillants. « J'ai été un monstre. J'étais aveuglé par la pression, par mon père, par le conseil d'administration. Mais j'ai changé, Adeline. Regarde-moi. J'ai tout laissé derrière moi pour vous. Je sais que Lilou est la mienne. Les dates, ses yeux, c'est mon sang. Je viens vous récupérer, toi, elle, ce nouveau bébé. Je vous donnerai le monde entier. » Adeline laissa échapper un rire amer, sec et plein de pitié. « Nous récupérer ? Vous ne venez pas nous récupérer, Hector. Vous venez calmer votre stupide ego, parce que vous ne supportez pas de me voir heureuse sans votre argent. » Et quant à Lilou, Adeline croisa les bras sur son ventre. « Approchez-vous d'elle, et je vous tue moi-même. » La tristesse sur le visage d'Hector disparut, cédant la place à son instinct de survie et de contrôle. Le magnat blessé réapparut. Sa mâchoire se tendit. « Ne me force pas à faire ça par la force, Adeline, » avertit Hector, son ton devenant sombre, dangereux. « Tu sais le pouvoir que j'ai ? J'ai les meilleurs avocats d'Europe. Lilou est ma fille biologique. Je te traînerai devant les tribunaux. Je te retirerai la garde. Je prouverai que tu peux lui offrir une vie meilleure dans mon manoir que dans ce trou puant. Ne me défie pas. Tu ne gagneras pas contre moi. » Adeline le regarda fixement pendant 5 longues secondes. Elle ne recula pas. Elle ne fut pas intimidée. Au lieu de cela, un sourire cruel, presque sadique, se dessina sur ses lèvres. « Appelez vos avocats, Hector. Faites-le maintenant. » Le défia-t-elle, sa voix suintant une confiance létale. « Dites-leur de dépoussiérer l'accord de divorce que vous m'avez forcé à signer il y a 3 ans. » Le cœur d'Hector fit un bond. « De quoi parles-tu ? Vous étiez paranoïaque. Vous aviez tellement peur qu'une affamée comme moi vous prenne un centime de vos précieuses entreprises que vous m'avez fait signer une renonciation absolue. » Les mots d'Adeline frappaient comme des marteaux dans la tête du millionnaire. Renonciation aux biens, renonciation aux pensions et, le plus important, vous avez signé une clause de désengagement total de paternité, un document légal où vous exigiez qu'en cas de toute éventualité ou grossesse cachée, vous renonciez irrévocablement à tous les droits, obligations et réclamations sur tout enfant pour protéger votre fortune. Hector recula d'un pas, chancelant comme s'il avait été abattu à la poitrine. Il s'en souvenait. Il se souvenait de ses avocats corporatifs, rédigeant cette clause infâme juste au cas où, s'assurant qu'Adeline ne pourrait jamais utiliser un enfant bâtard pour lui extorquer de l'argent à l'avenir. Il l'avait lui-même signé en riant, pensant que c'était impossible parce qu'elle était stérile. Il avait signé l'arrêt de mort de sa propre paternité. Louis a légalement adopté Lilou à sa naissance, continua Adeline, lui portant le coup de grâce, plongeant ses yeux dans le regard terrifié d'Hector. Louis était avec moi quand je vomissais dans la salle de bain aux aurores.
Louis a payé ses premières couches en faisant des doubles postes à l'atelier. Louis est son père devant la loi, devant Dieu et devant elle. Toi, tu n'es qu'un donneur de sperme en costume cher qui nous a jetés à la rue. Hector tenta de parler. Mais l'oxygène n'atteignait pas ses poumons. L'empire de milliards d'euros ne servait à rien. Les lois qu'il utilisait pour écraser ses rivaux étaient maintenant la cage qui le séparait de sa fille pour toujours. Légalement, vous êtes un étranger, Hector. Et si vous tentez de vous approcher de ma famille à nouveau, ce sera moi qui vous coulerai dans la presse. Maintenant, foutez le camp de mon quartier. Adeline fit demi-tour et monta les escaliers de l'immeuble. Le son de ses pas s'estompa lentement. Hector Delacroix resta seul dans le sombre porche. Il tomba à genoux sur le sol en terrazzo glacé. L'homme le plus puissant de Paris. Il enfouit son visage dans ses mains et pour la première fois de sa vie, éclata en sanglots avec la douleur inconsolable de celui qui vient de tout perdre par sa propre faute. Mais les monstres ne se rendent pas si facilement, et Hector, noyé dans les larmes et l'orgueil brisé, était sur le point de déclencher une guerre juridique qui embraserait la ville entière, la fureur du magnat. L'imposante salle de réunion au 50e étage de la tour Delacroix était plongée dans un silence sépulcral. À travers les immenses baies vitrées, la ville de Paris ressemblait à un minuscule échiquier, mais à l'intérieur l'air était si dense qu'il était difficile de respirer. 6 des avocats corporatifs et familiaux, les plus chers de toute l'Europe, suaient à grosses gouttes sur leurs sièges en cuir importé. À la tête de la table, Hector Delacroix n'était pas l'entrepreneur visionnaire habituel, il était une bête acculée. Vous êtes en train de me dire qu'avec les millions que je vous paie par an, vous ne pouvez pas trouver une seule putain de faille légale dans un bout de papier? La voix d'Hector était un rugissement bas et guttural qui fit trembler l'associé principal du cabinet. L'avocat le plus chevronné s'éclaircit la gorge, ajustant ses lunettes d'une main tremblante. Il fit glisser une copie de l'accord de divorce d'il y a 3 ans sur la table en acajou. « Monsieur Delacroix, vous nous avez vous-même exigé de rédiger ce document avec une politique de terre brûlée. Il est hermétique. Vous avez volontairement renoncé devant notaire et avec témoin à tout droit de filiation future pour protéger vos actifs. Et monsieur Louis Dubois, l'actuel époux de madame Adeline, a complété un processus d'adoption légale impeccable devant l'État français. Vous n'êtes pas le père, vous êtes un donneur anonyme. Si nous les poursuivons en justice, le juge classera l'affaire en 10 minutes et vous accusera de harcèlement. » Hector frappa la table des 2 poings, avec une telle violence que les tasses à café en porcelaine sautèrent en l'air et s'écrasèrent au sol. « Ne me parlez pas de loi, c'est mon sang, elle a mes yeux, c'est... » Hector respirait à grandes bouffées, le visage défiguré par la rage et l'impuissance. « Je veux que ce mécanicien soit détruit. Ouvrez des enquêtes fiscales contre lui. Achetez son garage et fermez-le. Étouffez sa vie jusqu'à ce qu'il me supplie à genoux de prendre la petite fille pour qu'il ne meure pas de faim. Faites votre putain de travail, ou demain vous serez tous à la rue. » Hector quitta la salle en claquant la porte, ce qui résonna dans tout le gratte-ciel. La fureur l'aveuglait. Si le système juridique qu'il avait lui-même contribué à corrompre pendant des années lui tournait maintenant le dos, il utiliserait le seul langage qu'il connaissait, l'argent écrasant. 30 minutes plus tard, la Bentley noire s'arrêta en crissant les pneus devant le garage du bois, un modeste garage de quartier à la périphérie de Belleville. Le contraste était grotesque. La voiture de luxe brillait obscènement devant les portes métalliques bosselées et les flaques d'huile au sol. Hector descendit du véhicule. Son costume gris sur mesure semblait une armure. Il entra dans l'atelier d'un pas lourd, ignorant le bruit des outils et l'odeur d'essence qui lui soulevait l'estomac. Louis était sous une vieille Renault, appuyé sur un chariot roulant avec une clé à molette à la main. En voyant les chaussures italiennes brillantes d'Hector s'approcher, il glissa et se releva lentement, essuyant la graisse de ses mains avec un chiffon sale. Il était plus grand qu'Hector, et bien qu'il ne portât pas de costume à des milliers d'euros, sa posture irradiait une dignité inébranlable. « Nous sommes fermés à la royauté, Delacroix », dit Louis d'une voix profonde et rauque, sans quitter des yeux le regard furieux du magnat. « Qu'est-ce que vous foutez ici? Adeline a été claire avec vous. » Hector sortit un carnet de chèques de la poche intérieure de sa veste et un stylo en or massif. Il posa le carnet sur le capot taché de la voiture que Louis réparait. « Vous êtes un homme de chiffres, Louis. Nous allons parler votre langage, » commença Hector, son ton glacial crachant chaque mot avec arrogance. « Vous gagnez avec chance 2000 € par mois dans ce trou. Vous avez une femme sur le point d'accoucher de votre enfant et une petite fille à charge. Je vous offre 10 millions d'euros nets d'impôts, transférés sur votre compte en 1 heure. » Louis cessa de se frotter les mains avec le chiffon. Son expression ne changea pas. « Vous n'avez qu'à signer l'annulation de l'adoption de Lilou.
continua Hector en s'approchant d'un pas, croyant la victoire entre ses mains. Vous prenez l'argent, vous offrez à Adeline et à votre nouveau bébé la vie de roi que vous ne pourriez jamais payer avec cette saleté de garage, et vous me rendez ma fille. Tout le monde y gagne. Mettez un prix à votre fierté et foutez le camp. Le silence dans l'atelier fut lourd, seulement rompu par le goutte à goutte d'un radiateur cassé. Louis regarda le chèque en blanc sur le capot. Puis il regarda Hector de haut en bas. Un rire sec, dépourvu de tout humour, jaillit de la poitrine du mécanicien. « 10 millions !» murmura Louis en secouant lentement la tête. « Vous êtes un homme très pauvre, Delacroix. La seule chose que vous ayez, c'est de l'argent. » Louis fit un pas en avant, envahissant l'espace personnel d'Hector. L'odeur de graisse et de sueur honnête s'imposa sur le parfum cher du millionnaire. « Vous croyez qu'on achète la paternité avec un chèque ?» La voix de Louis baissa de ton, vibrant d'une intensité qui fit reculer Hector. « J'ai tenu la main d'Adeline quand elle pleurait à l'aube parce qu'elle pensait qu'elle ne valait rien à cause de vous. J'ai appris à Lilou à marcher dans le couloir de mon appartement de 60 carrés mètres. J'ai passé 5 nuits sans dormir, à lui mettre des compresses d'eau froide sur le front quand elle a eu de la fièvre à 2 ans, pendant que vous achetiez des yachts et vous vautriez avec votre maîtresse blonde. » Louis prit le carnet de chèques et le stylo en or et les jeta sur la poitrine d'Hector avec mépris. Les objets tombèrent sur le sol taché d'huile. « Vous avez planté la graine, mais j'ai fait pousser la fleur, » décréta Louis, en le pointant avec la clé à molette tachée de graisse noire. « Lilou est ma fille, et Adeline est ma femme. Et il n'y a pas assez d'argent sur toute la putain de planète pour que je vende ma famille. Maintenant, ramassez vos ordures et sortez de mon atelier avant que je ne vous brise les jambes et ne vous traîne dehors. » Hector serra les poings, la veine de son cou palpitant de manière incontrôlée. Il voulait le frapper, il voulait le détruire. Mais en regardant les yeux de Louis, il vit quelque chose qu'il n'avait jamais affronté dans les salles de réunion. Un homme qui n'avait absolument aucune peur de lui. Un homme invincible. « Vous allez le regretter », siffla Hector, sa voix distillant du poison pur. « Je vais vous détruire, Louis. Je vous laisserai dans la rue. Vous n'aurez pas un toit pour dormir. »« Essayez », répondit Louis sans ciller. « Mais ne vous approchez pas de ma maison. » Hector se retourna, humilié dans sa propre arrogance, et monta dans la voiture. La guerre était déclarée. Mais pendant que le millionnaire planifiait comment utiliser son argent pour écraser le mécanicien, à l'autre bout de Paris, quelqu'un d'autre avait activé une bombe nucléaire qui les détruirait tous. La contre-attaque de Blandine. Le manoir des Montaigne, dans le quartier exclusif de Neuilly-sur-Seine, était dans l'obscurité. Les comptes bancaires de la famille avaient été gelés dès le matin. Les actions de leur banque avaient chuté de 40% en bourse suite au boycott financier orchestré par Hector. Le silence de la ruine était assourdissant. Blandine Montaigne était assise sur le sol de son immense dressing, entourée de robes de haute couture qui ressemblaient maintenant à de vieux chiffons. Elle portait la même robe de chambre en soie que la veille. Le maquillage coulé lui donnait l'apparence d'un spectre, et elle tenait une bouteille de vodka à moitié vide dans une main. Son téléphone portable dans l'autre éclairait son visage défiguré par la haine. Elle avait tout perdu. Son statut, son mariage du siècle, sa fortune, sa dignité, et tout cela à cause d'une petite employée de Belleville et de la fille bâtarde. « Si je coule, vous coulez avec moi », murmura Blandine en buvant une longue gorgée de vodka. La brûlure dans sa gorge alimenta sa soif de vengeance. Elle composa un numéro de téléphone. Au deuxième bip, la voix de la vedette du programme de Potin le plus sensationnaliste et impitoyable de la télévision française répondit « Un homme célèbre pour détruire les réputations en échange d'audience. »« Blandine, ma chérie, quelle surprise !»« Je pensais que tu serais cachée sous une pierre après le spectacle d'hier soir, » ronronna le journaliste avec malice. « J'ai une exclusivité qui fera exploser les audiences de votre misérable chaîne, » dit Blandine, sa voix traînant les syllabes à cause de l'alcool, mais acérée comme une lame. Hector Delacroix a annulé le mariage parce qu'il est victime d'extorsion. Le journaliste garda le silence, sentant le sang. « Extorsion ? Racontez-moi tout. » Blandine sourit dans l'obscurité, un sourire tordu et malveillant. Son ex-femme Adeline Duval, une chasseuse de fortune de la pire espèce, a couché avec la moitié de Paris, a eu une fille et maintenant, 3 ans après, a falsifié des tests ADN pour convaincre Hector que la petite est la sienne. Elle lui réclame la moitié de son empire immobilier. Hector est hors de lui. J'ai essayé de le protéger et c'est pourquoi la folle a inventé cette mascarade contre moi. J'ai des photos de la petite. J'ai l'adresse à Belleville. Je veux que vous envoyiez toutes vos caméras. Je veux qu'ils lui rendent la vie impossible. Détruisez-la à la télévision nationale. Au lever du jour suivant, l'enfer se déchaîna.
Adeline sortit du porche de son immeuble, Lilou agrippée à sa main, prête à l'emmener à la crèche. Elle portait son sac en toile à l'épaule, marchant avec la lourdeur propre à ses 8 mois de grossesse. Louis était parti pour l'atelier à peine 10 minutes auparavant. À peine eut-elle mis le pied sur le trottoir, un flash aveuglant lui brûla les yeux. Puis un autre et un autre. « Adeline, Adeline Duval, ici !» cria un homme, poussant un micro géant à quelques centimètres de son visage. De nulle part, 3 camionnettes de télévision avec des antennes paraboliques bloquaient l'étroite rue. Plus de 20 paparazzi et reporters émergèrent comme des vautours, acculant la femme enceinte contre la porte vitrée de l'immeuble. Les flashs des caméras crépitaient sans relâche, créant une atmosphère épileptique et terrifiante. « Madame Duval, est-il vrai que vous exigez 50 millions d'euros à Monsieur Delacroix en échange de ne pas révéler l'identité du père de la petite fille ?» hurla une reporter en piétinant un caméraman pour s'approcher. « Comment vous sentez-vous d'avoir détruit le mariage de l'homme le plus riche de France? Votre fille est-elle une affaire rentable ?» Adeline recula, la panique s'emparant de son corps. Son cœur battait à une vitesse alarmante. Instinctivement, elle lâcha son sac et prit Lilou dans ses bras, serrant le visage de la petite contre sa poitrine pour la protéger des caméras et des flashs agressifs. « Laissez-moi tranquille, je ne sais pas de quoi vous parlez. »« Arrière !» cria Adeline, la voix tremblante pour la première fois. Le stress soudain lui provoqua une douleur aiguë au bas-ventre, la faisant gémir. « Nous voulons voir la petite. Tournez la petite pour les caméras. Est-il vrai qu'Hector Delacroix est le vrai père et que vous l'avez trompé ?» Les reporters poussaient, formant une barrière de corps qui l'empêchait de retourner à l'intérieur du porche. Lilou commença à pleurer à chaudes larmes, terrifiée par les cris des étrangers et les lumières aveuglantes. Les pleurs déchirants de la petite fille traversaient le chaos, mais les journalistes s'en moquaient. Ils avaient besoin de la photo du scandale du siècle. Le cirque médiatique dévorait la tranquillité qu'Adeline avait mis des années à construire. Au même instant, à 10 km de là, à la Bourse de Paris, Hector Delacroix se tenait devant les gigantesques moniteurs de cotation. Ses avocats et directeurs des relations publiques couraient dans le couloir central, transpirant à grosses gouttes. « Monsieur, les actions chutent en piqué !» cria le directeur financier en lui montrant une tablette avec des graphiques en rouge intense. Les investisseurs asiatiques se retirent. Il y a un scandale médiatique concernant une fille illégitime et une prétendue extorsion corporative. Hector ne l'écouta pas. Ses yeux sombres étaient rivés sur l'énorme écran de télévision centrale qui diffusait en direct le programme du matin. Le titre en lettres rouges clignotantes traversait l'écran. « Le scandale de la Croix. L'ex-femme chasseuse de fortune utilise une fille secrète pour voler l'Empire. » Mais ce qui détruisit l'âme d'Hector ne fut pas le titre, ce fut la vidéo en direct. Il voyait Adeline, la femme qu'il aimait, acculée contre un mur de briques par une meute de journalistes, pleurant, demandant de l'aide, tout en tenant son énorme ventre d'une main. Et dans ses bras, la protégeant désespérément, il y avait Lilou, sa fille. Il entendit à travers les haut-parleurs de la bourse les pleurs terrifiés de la petite. Le visage effrayé de la petite fille cherchant protection s'agrandit sur les écrans de tout le pays. Blandine ne l'avait pas attaqué, lui. Elle avait attaqué la seule chose qui lui importait. Elle avait transformé la vie de sa fille en un cirque humiliant. Hector sentit le sol disparaître sous ses pieds. Sa guerre d'ego, son insistance à harceler Louis et son désir de vengeance n'avaient servi qu'à exposer sa propre fille au loup. Il avait lui-même appuyé sur la gâchette et la balle était sur le point de frapper mortellement le cœur d'Adeline. Sur l'écran devant des millions de téléspectateurs, Adeline porta une main à son ventre, se pliant de douleur, le visage mortellement pâle, avant de s'effondrer lentement sur l'asphalte. L'effondrement du château de verre. Le son assourdissant des téléphones sonnant dans la salle de la Bourse de Paris, les cris hystériques des courtiers et les alarmes des moniteurs boursiers en rouge sang disparurent complètement de l'esprit d'Hector Delacroix. L'image d'Adeline s'effondrant sur l'asphalte, se tenant le ventre, tandis que sa fille criait terrifiée, entourée de flashs, se répétait dans son cerveau comme un film d'horreur en boucle. « Monsieur Delacroix, les actions chutent de 15%. Vous devez faire une déclaration publique immédiatement », lui cria le directeur des relations publiques en le saisissant par le bras. Hector se retourna avec une violence si soudaine que le directeur recula, trébuchant sur ses propres pieds. Les yeux du magnat ne montraient aucune préoccupation pour l'argent. Ils montraient la panique aveugle et animale d'un père à qui on venait d'arracher le cœur. « Que tout coule !» grogna Hector d'une voix qui glaça le sang des personnes présentes. « Que l'entreprise brûle. S'il arrive quelque chose à cette femme ou à ce bébé, je jure que j'incendierai ce bâtiment avec vous tous à l'intérieur. » Sans dire un mot de plus, Hector se mit à courir.
Il traversa le parquet de la bourse, poussant des cadres et des gardes de sécurité. Il sortit son téléphone portable en courant vers l'ascenseur. Ses doigts tremblaient tellement qu'il put à peine composer le numéro de Léger. « Léger !» rugit Hector dès que l'enquêteur décrocha. « Je veux toutes nos équipes de sécurité à l'hôpital Cochin. Maintenant. Achetez le couloir. Achetez l'étage entier si nécessaire. Et si un seul journaliste réussit à s'approcher à moins de 10 mètres de la chambre d'Adeline, je jure que je vous tue de mes propres mains. » Le trajet à travers Paris fut un cauchemar flou. Hector conduisit la Bentley en grillant les feux rouges, en évitant les voitures à 140 km/h, avec les sirènes de police retentissant au loin sans s'en soucier. Son empire de milliards ne lui servait à rien s'il ne pouvait pas acheter du temps, s'il ne pouvait pas remonter le temps et effacer les dégâts que sa stupide guerre d'ego avait causés. En arrivant aux urgences de l'hôpital, les freins de la Bentley crurent aigus avant que la voiture ne s'arrête brusquement sur le trottoir. Hector sauta du véhicule, laissant la porte ouverte et les clés dans le contact. Il fit irruption dans la salle d'attente de maternité, comme un ouragan en costume gris. L'odeur d'antiseptique et le bourdonnement des néons le frappèrent, et là, au fond du couloir, il vit la scène qui acheva de briser le peu d'orgueil qui lui restait. Louis était assis sur le sol en linoléum froid, le dos appuyé contre le mur blanc. Il portait toujours sa salopette de travail tachée de graisse. Il avait le visage enfoui dans ses mains, les épaules secouées par des sanglots muets et déchirants. À ses côtés, sur une chaise en plastique, il y avait Lilou. La petite avait les yeux gonflés, rouge d'avoir tant pleuré, et serrait fort un ours en peluche qu'une infirmière compatissante lui avait donné. Hector sentit ses jambes peser des tonnes. Il avança lentement dans le couloir. Le son de ses chaussures en cuir fit lever la tête à Louis. Les yeux du mécanicien, normalement remplis d'une dignité sereine, étaient maintenant deux abîmes de pure haine et de désespoir. En voyant Hector, Louis ne dit pas un mot. Il se leva d'un bond. Il traversa les 3 mètres qui le séparaient en une fraction de seconde et écrasa son poing fermé directement sur la pommette d'Hector. L'impact fut brutal. La tête du millionnaire tourna brusquement et le goût métallique du sang inonda sa bouche. Hector trébucha, heurtant le mur, mais ne leva pas les mains pour se défendre. Il ne fit pas le moindre geste pour riposter. Il resta là, appuyé contre le mur, le sang coulant au coin de ses lèvres, acceptant la punition. « Je vous ai dit de ne pas vous approcher !» hurla Louis en saisissant Hector par les revers de son costume hors de prix, le secouant avec une force colossale. « Je vous ai dit de nous laisser tranquilles. Vous l'avez acculé comme un animal à cause de vous. À cause des maudits démons qui la poursuivent pour vous avoir connu. »« Louis !» murmura Hector d'une voix brisée, sans quitter des yeux les yeux remplis de larmes du mécanicien. « Comment vont-elles ? Dis-moi qu'elles sont vivantes. »« Elle a eu un décollement placentaire à cause de la panique, » lui cria Louis au visage, le poussant contre le mur avec tant de force qu'un tableau médical tomba au sol. « Ils l'opèrent en urgence. Si mon fils meurt, s'il arrive quelque chose à ma femme, je vous jure devant Dieu que je vous tue, Delacroix, je vous tue. » Un groupe d'infirmiers et de gardes de sécurité coururent dans le couloir pour les séparer, mais Hector leva une main tremblante, leur ordonnant de s'arrêter. Léger, qui venait d'arriver par le couloir opposé avec 3 hommes de sécurité privée, s'arrêta net en voyant le signe de son chef. Hector regarda vers la chaise en plastique. Lilou le regardait. La petite fille, sa propre chair, son propre sang, la créature pour laquelle il avait déclenché une guerre juridique pour l'arracher à Louis, le regardait avec terreur. Lilou se recroquevilla sur la chaise, cachant son visage derrière l'ours en peluche, tremblant en voyant l'homme au costume gris qui apportait toujours des cris et des pleurs à sa famille. Ce regard fut le coup de grâce. Il fut infiniment plus douloureux que le coup de poing de Louis. Le château de verre d'Hector Delacroix s'effondra complètement. Toute sa vie, il avait cru que l'argent et le pouvoir réglaient tout. Il croyait qu'avec une ordonnance du tribunal et un compte à 10-0, il pourrait acheter l'amour de sa fille et récupérer la femme qu'il avait perdue. Mais dans ce couloir stérile, voyant sa fille trembler de peur en le voyant, il comprit la vérité absolue. Il n'était pas le sauveur, il était le monstre. Son argent était le poison qui avait infecté Adeline il y a 3 ans, le même poison qui l'avait presque tué aujourd'hui. Il ne pouvait pas offrir une vie meilleure à Lilou, en l'arrachant des bras du seul père qu'elle connaissait. S'il continuait à se battre, s'il continuait à vouloir imposer sa volonté, il ne laisserait qu'une traînée de cendres. À ce moment-là, les lourdes portes battantes des salles d'opération s'ouvrirent. Un chirurgien, le masque baissé et la blouse tachée de sang, marcha vers eux. Louis lâcha Hector et courut vers le médecin, sentant son cœur s'arrêter. Hector ne s'approcha pas. Il resta appuyé contre le mur, retenant sa respiration,
priant un Dieu auquel il n'avait jamais cru. Ce fut critique, mais nous avons réussi à la stabiliser, dit le chirurgien en posant une main rassurante sur l'épaule de Louis. Nous avons dû pratiquer une césarienne d'urgence. Le bébé est né prématuré, mais ses poumons réagissent bien. Adeline a perdu beaucoup de sang, mais elle est hors de danger. Elle a besoin d'un repos absolu, aucun stimulus négatif, pas de stress, sinon son cœur ne le supportera pas. Louis tomba à genoux sur le sol, pleurant à chaudes larmes, rendant grâce à voix haute, embrassant les jambes du chirurgien. Lilou courut vers lui, et Louis l'enveloppa de ses bras, embrassant la tête de la petite fille encore et encore, une famille brisée qui venait d'être sauvée de l'abîme. Hector les regarda depuis les ombres du couloir. Il essuya le sang de sa lèvre du revers de la main. Il ressentait un soulagement si profond que ses jambes tremblaient, mais il ressentait aussi la mort de sa propre espérance. Il prit son téléphone portable et composa un numéro. « Préparez la salle de presse du palais de justice pour demain matin », ordonna-t-il à son chef d'avocat d'une voix étrangement tranquille, dénuée de toute la colère des jours précédents, et apportez tous les documents de la demande de garde de l'enfant. « Nous allons attaquer, monsieur ? Nous utiliserons le scandale médiatique à notre avantage ?» demanda l'avocat, avide de sang. Hector regarda une dernière fois Lilou qui souriait à Louis, tandis que celui-ci lui essuyait les larmes. « Non », répondit Hector en fermant les yeux. « Nous allons capituler. » La reddition inconditionnelle. La salle de presse du tribunal de grande instance de Paris était bondée à craquer. Plus de 100 journalistes, des dizaines de caméras de télévision, des micros de toutes les chaînes du pays et des flashs crépitant comme des mitraillettes. Le scandale financier et personnel du magnat Hector Delacroix avait paralysé le pays. Les actions de sa corporation continuaient de chuter. Les rumeurs de poursuites, d'extorsion et de procès en paternité inondaient les réseaux sociaux. Au premier rang, les 5 meilleurs avocats du cabinet Delacroix étaient assis comme des vautours attendant le festin. Ils avaient des dossiers remplis de stratégies pour discréditer Adeline, pour prouver que l'environnement de Belleville était préjudiciable à la petite fille, pour utiliser le scandale provoqué par Blandine comme preuve que la mère était une figure instable. Les portes en bois de chêne s'ouvrirent. Hector Delacroix marcha vers le pupitre. Il ne portait pas le costume gris impeccable habituel. Il portait un costume sombre, sobre, sans cravate. Son visage montrait les traces de la nuit blanche, et l'hématome violet sur sa pommette gauche brillait sous les lumières des projecteurs, un rappel physique de sa culpabilité. Le silence descendit sur la salle de façon presque antinaturelle. On n'entendait que le bourdonnement des caméras qui enregistraient. L'avocat principal se leva et lui fit glisser un discours de 3 pages sur le pupitre, le texte parfait pour détruire la famille de Belleville et sauver l'empire corporatif. Hector regarda les pages, regarda les journalistes assoiffés de sensationnalisme et d'un mouvement lent et délibéré, prit les 3 papiers et les déchira en 2, laissant tomber les morceaux au sol. L'avocat pâlit. Les murmures éclatèrent dans la salle. Hector s'approcha du micro. Son regard était d'acier trempé, mais sa voix résonna avec une humilité que personne ne lui avait jamais entendue auparavant. « Hier matin, » commença Hector, sa voix remplissant chaque recoin de la salle, « mon ex-femme Adeline Duval a subi un malaise médical provoqué par le harcèlement démesuré de la presse. Une femme enceinte de 8 mois a été traquée à la porte de sa maison par une meute, poussée par un mensonge dégoûtant et lâche divulgué par Blandine Montaigne. Les flashs s'intensifièrent. Le nom de Blandine jeté à la vindicte publique était de l'essence pour le feu. Les titres d'hier l'appelaient chasseuse de fortune, l'appelaient extorqueuse. Hector serra les bords du pupitre jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Je veux que toutes et chacune des caméras de cette salle enregistrent cela très clairement. Adeline Duval est la femme la plus intègre, honnête et pure que j'ai connue dans ma misérable vie. Elle ne m'a pas demandé un seul centime, ne m'a jamais extorqué. Elle est partie de mon côté sans rien prendre du tout, parce que moi, dans mon arrogance et ma stupidité infinie, je l'ai jetée à la rue, guidé par un faux diagnostic médical. Un halètement collectif traversa la salle de presse. Hector immolait sa propre réputation en direct. Blandine Montaigne a payé 3 millions d'euros pour falsifier les dossiers médicaux d'Adeline et me faire croire qu'elle était stérile, forçant notre divorce. Les preuves de ce délit, y compris les relevés bancaires et la confession enregistrée du médecin soudoyé, ont été remises ce matin même au parquet national financier. Blandine Montaigne ira en prison pour cela. Je m'en assurerai personnellement. Le chaos éclata. Les journalistes criaient des questions, sautant de leur siège. Mais Hector éleva la voix, les réduisant tous au silence par la seule force de son autorité. « Mais le véritable coupable de tout cet enfer, c'est moi !» rugit Hector en frappant le pupitre.
J'ai choisi de douter de ma femme. J'ai choisi de placer mon ego et mon empire au-dessus de ma famille. Hier, les médias exigeaient de savoir si Lilou, la petite fille qu'Adeline protégeait de toutes ses forces de vos maudites caméras, est ma fille. Hector fit une pause. Il déglutit. La douleur des mots qu'il était sur le point de prononcer était comme avaler des éclats de verre. Mais c'était le seul acte d'amour véritable qu'il pouvait offrir à cet enfant. Il regarda directement au centre des caméras, sachant que dans une chambre d'hôpital, Adeline et Louis pourraient regarder cela. La réponse est non. Le silence retomba comme un lourd fardeau. Ses avocats se regardèrent, terrifiés, sachant qu'ils venaient de renoncer publiquement à tout droit biologique. « Lilou n'est pas ma fille », répéta Hector d'une voix ferme, bien que ses yeux brillassent dangereusement. « La génétique ne fait pas de vous un père, elle fait de vous un accident biologique. Un père est l'homme qui vous apprend à marcher, celui qui vous sèche les larmes, celui qui travaille jusqu'à s'épuiser pour mettre du pain sur la table. Le père de cet enfant devant la loi, devant Dieu et devant la société est Louis Dubois, un homme 1000 fois meilleur que ce que je ne serai jamais. » Hector regarda ses avocats du coin de l'œil et fit à nouveau face à la presse. « Par conséquent, j'annonce aujourd'hui le retrait immédiat et absolu de toute plainte, demande de garde ou procédure légale contre la famille Dubois-Duval. Ils ont mon respect et ma protection inconditionnelle dans l'ombre. Et à tout média, paparazzi ou chaîne de télévision qui oserait s'approcher à moins d'1 kilomètre d'Adeline, de son mari, de sa fille ou du bébé qui vient de naître. » Le regard d'Hector devint noir, létal. Le regard du prédateur qui avait bâti un empire en écrasant ses ennemis. J'utiliserai chaque centime de mes milliards pour les détruire légalement, financièrement et personnellement. Je les effacerai de la carte. Hector Delacroix recula d'un pas, s'éloignant du micro. Il n'attendit pas pour répondre aux questions. Il n'écouta pas les cris frénétiques des reporters qui exigeaient plus de détails. Il descendit de l'estrade et traversa l'allée centrale, la tête haute. Il avait perdu la femme de sa vie. Il avait renoncé à la petite fille qui portait son sang. Son cœur serait vide pour toujours, condamné à observer de loin le bonheur qu'il avait lui-même saboté. Mais en sortant par les lourdes portes du tribunal vers la froide lumière de Paris, Hector respira profondément pour la première fois depuis 3 ans. Le magnat avait été vaincu. Oui, mais en se rendant inconditionnellement, en détruisant son propre château de cristal, il avait rendu la vie à sa fille. Et cela, au bout du compte, était le seul triomphe qui comptait. La valeur de ce qui fut perdu, le son strident des sirènes de police, rompit le silence sépulcral de l'urbanisation exclusive de Neuilly-sur-Seine. Les lumières bleues et rouges tournaient frénétiquement, rebondissant contre les immenses colonnes de marbre blanc du manoir de la famille Montaigne. L'empire financier du banquier, Armand Montaigne, avait été broyé par les marchés en moins de 24 heures, mais la véritable destruction, physique et pénale, se produisait à cet instant précis. 3 fourgons de la police nationale bloquèrent les grilles en fer forgées de l'entrée. Une nuée d'agents en gilet tactique, accompagnés d'inspecteurs de la brigade financière et des faux en écriture, encerclèrent la propriété. Blandine Montaigne se tenait au centre de son immense salon principal. Elle ne portait plus de robe de soie, ni de bijoux éblouissants. Elle portait un pantalon de survêtement froissé et un t-shirt gris. Ses cheveux blonds, toujours parfaits, tombaient en mèches grasses sur son visage émacié. Le téléphone portable, avec lequel elle avait désespérément tenté d'appeler des sénateurs, des juges et des ministres amis de son père, gisait brisé contre le mur du fond. Personne ne répondait. Le nom Montaigne était radioactif. La porte en chaîne massive de l'entrée principale ne fut pas ouverte à clé. Elle fut défoncée par un bélier policier. Le vacarme fit pousser un cri hystérique à Blandine, reculant en trébuchant et heurtant une table de verre. Les éclats volèrent en l'air tandis que des dizaines de bottes de policiers envahissaient son palais de mensonges. « Blandine Montaigne, vous êtes en état d'arrestation pour les chefs d'accusation de corruption, falsification de documents médicaux, fraude continue et extorsion », cria l'inspecteur en chef, sortant des menottes en acier, tandis que 2 agents la saisissaient sans aucune délicatesse par les bras. « Lâchez-moi, vous ne savez pas qui je suis. Mon père coulera vos maudites carrières. Je suis une Montaigne », cria Blandine en donnant des coups de pied, crachant du venin, tandis que le froid métal se refermait autour de ses poignets avec un clic définitif. « Votre père est menotté dans son bureau au siège de la banque en ce moment même, madame », répondit l'inspecteur avec froideur. « Vous avez le droit de garder le silence. » Blandine cessa de se débattre. La panique absolue remplaça l'arrogance. Ses yeux exorbités parcoururent le salon envahi jusqu'à se fixer sur une silhouette grande et sombre qui venait de franchir le seuil de la porte brisée.
Hector Delacroix portait un long manteau de laine noire sur son costume sombre. Ses mains étaient enfoncées dans ses poches. Son visage était un masque de glace impénétrable, observant la scène avec la froideur d'un médecin légiste devant un cadavre. À ses côtés, Léger, son enquêteur privé, tenait un dossier en cuir noir contenant les copies de toutes les preuves qui avaient enseveli la femme blonde. « Hector !» Le cri de Blandine fut déchirant, un mélange de supplication et de terreur. « Hector, s'il vous plaît, dites-leur d'arrêter. J'ai fait ça pour nous. Je l'ai fait parce que je vous aimais et que vous vouliez un héritier. Vous m'avez obligé avec votre obsession. » Hector avança lentement dans le salon, marchant sur les éclats de verre brisés de la table avec ses lourdes chaussures. Il s'arrêta à un demi-mètre d'elle. Les agents de police hésitèrent un instant, mais la présence imposante du magnat et le fait qu'il avait lui-même orchestré et facilité toute l'opération policière les fit reculer d'un pas. « L'amour n'achète pas de faux diagnostics médicaux, Blandine », dit Hector d'une voix si basse et rauque qu'elle fit trembler la détenue. « L'amour n'envoie pas une meute de journalistes chasser une femme enceinte de 8 mois pour lui provoquer un décollement placentaire. Ce que vous ressentez n'est pas de l'amour, c'est de la cupidité, c'est du poison. Et le poison, on l'isole pour qu'il ne tue pas les autres. Vous allez me laisser pourrir dans une cellule ?» sanglota-t-elle, tombant à genoux, entraînant les 2 policiers qui la retenaient. « Nous allions nous marier. J'allais être votre femme. » Hector s'accroupit légèrement, rapprochant son visage de celui de Blandine. Ses yeux étaient des trous noirs, dépourvus de toute trace de pitié. « La femme que j'aime a failli mourir dans une salle d'opération hier soir à cause de vous, » murmura Hector, plantant chaque mot comme un poignard. « Ma fille, à qui vous avez volé son vrai père pendant 3 ans, a pleuré terrifiée par les monstres que vous lui avez envoyés. J'ai payé la meilleure équipe de procureurs de l'État, Blandine. J'ai acheté les médias que vous avez utilisés comme arme hier. Aucun juge en France ne vous accordera la liberté sous caution. Vous allez pourrir en prison. Et je veillerai personnellement à ce que chaque jour que vous passerez enfermé, vous vous souveniez du nom d'Adeline Duval. » Hector se redressa, ajusta son manteau et hocha la tête vers l'inspecteur en chef. « Emmenez-la. L'odeur de la poubelle me donne la nausée. » Les cris déchirants de Blandine Montaigne résonnèrent dans toute l'avenue exclusive alors qu'elle était traînée vers le fourgon de police. Hector se retourna et marcha vers la sortie, sans jamais regarder en arrière. Le monstre qui avait détruit son mariage était anéanti, mais la véritable expiation de ses péchés ne faisait que commencer. 14 heures plus tard, la salle de réunion privée dans le penthouse de la Tour Delacroix. Les rideaux étaient fermés. La seule lumière provenait d'une petite lampe de bureau. Hector était assis en face de son avocat principal, le même homme qui l'avait humilié devant la presse la veille. Sur la table en acajou, il y avait une montagne de documents légaux hautement confidentiels. « Êtes-vous absolument sûr de cela, Hector ?» demanda l'avocat, essuyant la sueur de son front avec un mouchoir en soie. « Ce que vous me demandez est une folie financière sans précédent. Vous décapitalisez 20% de la liquidité de votre corporation. Nous parlons de plus de 100 millions d'euros. » Hector prit le stylo en or massif, le même stylo que Louis lui avait jeté au visage dans l'atelier mécanique. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose de toute ma vie, Marc, » répondit Hector sans quitter des yeux les contrats. « Expliquez-moi une fois de plus la structure de la fiducie. Je veux m'assurer qu'elle est absolument impénétrable. » L'avocat soupira en ouvrant le dossier principal. « Nous avons créé une société holding fantôme enregistrée en Suisse sous le nom de Fondation Croissance Durable. À son tour, cette fondation a créé 2 fiducies aveugles, l'une au nom de Lilou Dubois-Duval et l'autre au nom du nouveau-né Hugo Dubois-Duval. Le nom du nouveau bébé d'Adeline est Louis, Hugo, l'enfant qui faillit ne pas survivre à la nuit. » Hector hocha la tête lentement, serrant la mâchoire. « Continuez. Les fonds sont bloqués et protégés contre tout type de saisie, de droit de succession ou d'enquête fiscale, » expliqua l'avocat en désignant les clauses en petits caractères. Les 100 millions d'euros généreront des intérêts annuels suffisants pour payer les meilleures grandes écoles ou universités prestigieuses du monde, des assurances médicales d'élite et une pension mensuelle de 20 000 euros au compte personnel de Louis Dubois, sous le concept de subvention pour entrepreneurs du secteur automobile, financé par l'Union européenne. Hector signa la première page d'un trait rapide et violent. « Y a-t-il un moyen pour qu'il remonte jusqu'à moi ?» demanda le magnat. « Aucun, absolument aucun », assura Marc. L'argent arrivera par 4 cabinets internationaux différents, pour Adeline et Louis. Cet argent sera simplement une bourse à vie accordée par une entité philanthropique étrangère. La seule condition pour que la fiducie reste active est que vous, Hector Delacroix, ne vous approchiez pas à moins de 500 mètres d'eux.
N'essayez pas de les contacter par quelque moyen que ce soit et ne révélez jamais, sous aucune circonstance, que vous êtes le bienfaiteur. Si vous rompez l'anonymat, l'argent sera gelé. Hector ferma les yeux. C'était une punition auto-imposée. Il achetait la sécurité et l'avenir de sa fille et du fils de l'homme qu'il élevait, en échange de l'exil éternel. « Parfait », murmura Hector en ouvrant les yeux. Il signa la dernière page et poussa le dossier vers l'avocat. « Exécutez les transferts immédiatement. Si j'apprends qu'un seul centime est retardé ou qu'une banque pose des questions embarrassantes à Louis, je jure que je vous détruis, vous et tout votre cabinet. » L'avocat hocha la tête, pâle, et quitta le bureau à toute vitesse, emportant avec lui le plus grand transfert de richesse dissimulé de l'histoire de Paris. Hector resta seul, marcha vers l'immense baie vitrée et appuya son front contre la vitre froide. La ville bouillait sous ses pieds, inconsciente de la douleur qui lui déchirait la poitrine. Il l'avait fait. Il avait protégé sa famille, mais elle n'était plus la sienne. 3 jours plus tard, hôpital Cochin. La pluie de l'après-midi lavait les rues de Paris d'une mélancolie grise. Un énorme SUV sombre aux vitres blindées et teintées était garé sur le trottoir d'en face, camouflé parmi les arbres. Le moteur était éteint. À l'intérieur, Hector Delacroix respirait lentement, observant les portes vitrées de la sortie de maternité. Il n'y avait pas un seul journaliste, pas de caméra. Les menaces d'Hector avaient fonctionné. Les médias étaient trop occupés à dévorer la charogne de l'emprisonnement de Blandine Montaigne et l'effondrement de sa banque pour oser déranger la femme que le magnat avait juré de protéger de son sang. Les portes vitrées s'ouvrirent. Hector sentit un nœud de fil barbelé se serrer dans sa gorge. Adeline sortit de l'hôpital, assise dans un fauteuil roulant poussé par une infirmière. Elle était pâle, mince à cause du traumatisme de la chirurgie d'urgence, mais il y avait une lumière immense et rayonnante sur son visage. Dans ses bras, enveloppé dans une couverture bleu cobalt, elle tenait le petit Hugo, le bébé miracle. Louis marchait à ses côtés. Le mécanicien portait des vêtements propres, une veste en jean et un sourire qui lui fendait le visage de fierté. Il portait Lilou sur ses épaules. La petite riait aux éclats, tenant un ballon rouge en forme d'étoile, complètement inconsciente de la tempête qui avait menacé de les détruire quelques jours auparavant. Hector appuya sa main droite contre la vitre froide de la voiture, juste sur l'image de Lilou, comme s'il pouvait lui caresser la joue à travers le verre blindé et les 30 mètres de distance. Louis aida Adeline à se lever avec une délicatesse exquise, comme s'il tenait un diamant inestimable. Il ouvrit la porte de sa vieille Peugeot 206, installa la mère et le bébé à l'arrière, puis assit Lilou dans son siège de sécurité en lui donnant un baiser sonore sur le nez qui fit rire la petite. Ils étaient invincibles, ils étaient une forteresse. Et lui, l'homme le plus riche du pays, n'était que le mendiant qui les observait depuis l'obscurité. La vieille voiture démarra en crachant un peu de fumée noire par le pot d'échappement et disparut dans le trafic de Paris sous la pluie. Léger, qui était assis sur le siège conducteur du SUV, regarda son chef dans le rétroviseur. Hector avait le visage baigné de larmes, mais son expression était d'une paix dévastatrice. « Nous retournons au bureau, monsieur Delacroix ?» demanda Léger d'un ton inhabituel de respect et de compassion. Hector mit plusieurs secondes à répondre. Il essuya ses larmes du revers de la main et ajusta son manteau. « Non, Léger, emmenez-moi à l'aéroport. J'ai des affaires à régler à Tokyo. Je serai absent un certain temps. » 14 mois plus tard, le soleil brillait de 1000 feux sur le parc principal d'un nouveau et tranquille quartier résidentiel à la périphérie de Paris. Les arbres feuillus donnaient de l'ombre à une immense aire de jeux en bois, pleine de balançoires et de toboggans. La vie avait radicalement changé pour la famille Dubois-Duval. Le garage Dubois n'était plus un garage sale à Belleville. Grâce à une mystérieuse et gigantesque subvention européenne, Louis avait inauguré une franchise de 3 ateliers haut de gamme qui fonctionnaient parfaitement. Adeline avait cessé de compter les sous à la fin du mois et se consacrait entièrement à l'éducation de ses enfants, étudiant le design d'intérieur le soir, payé par une bourse anonyme qui lui était tombée du ciel. Adeline était assise sur un banc en bois à l'ombre d'un chêne, balançant la poussette où le petit Hugo, d'un peu plus d'1 an, dormait paisiblement. Elle portait une robe printanière blanche. Elle semblait en bonne santé, belle, débordante de vie. À quelques mètres, Lilou, qui avait déjà presque 5 ans, courait derrière une balle en caoutchouc bleu, riant aux éclats, tandis que Louis faisait semblant d'être un monstre qui la poursuivait sur l'herbe. De l'autre côté de la rue piétonne, assis à la table la plus éloignée d'un petit café, un homme avec une casquette sombre, des lunettes de soleil et une simple veste en cuir noir, buvait un café amer.
Personne n'aurait reconnu dans cet homme le magnat impitoyable Hector Delacroix. Il avait perdu du poids. Les traits durs de son visage s'étaient adoucis, sillonnés par les rides de la solitude et du regret. La balle bleue de Lilou rebondit maladroitement sur l'herbe, traversa le trottoir et roula jusqu'à s'arrêter juste contre la chaussure en cuir noir de l'homme du café. Le cœur d'Hector s'arrêta. Lilou courut jusqu'au trottoir, s'arrêtant à 2 mètres de sa table. Elle avait les cheveux attachés en 2 couettes et une salopette en jean. Ses yeux sombres, identiques à ceux d'Hector, regardèrent la balle, puis levèrent les yeux vers l'homme inconnu aux lunettes de soleil. Hector ne respirait pas. Ses mains cachées sous la table tremblaient d'une violence incontrôlable. Tout son instinct, chaque cellule de son corps lui criait de retirer ses lunettes, de tomber à genoux, de lui dire « C'est moi, je suis ton sang ». Mais alors il entendit la voix de Louis s'approcher, trottant. « Hé, championne, fais attention à la rue ». Louis s'arrêta derrière Lilou et lui posa une main protectrice sur l'épaule. Lilou sourit et regarda Louis. « Ma balle s'est échappée, papa ». L'homme du café baissa lentement la tête. Du bout du pied, il poussa doucement la balle bleue, la renvoyant vers les pieds de la petite fille. « Merci, monsieur », dit Lilou d'une voix douce et polie en attrapant sa balle. Louis fit un signe de tête à l'homme du café en guise de remerciement, sans le reconnaître sous la casquette et les lunettes. Il prit Lilou par la main et ils retournèrent en courant vers Adeline qui les attendait les bras ouverts. Hector Delacroix observa la famille se réunir. Il vit Louis embrasser Adeline. Il vit Lilou embrasser les jambes de sa mère. Il vit le soleil les éclairer comme un tableau parfait et intouchable. Il laissa un billet de 50 € sur la table, se leva lentement, releva le col de sa veste et se retourna, marchant dans la direction opposée vers les ombres de la rue vide. Il avait des comptes bancaires dans les paradis fiscaux. Il avait des gratte-ciel à son nom. Il avait le monde à ses pieds. Mais tandis qu'il s'éloignait des rires de sa fille, il comprit le véritable prix de son arrogance. La punition parfaite n'était pas la prison. La punition parfaite était de survivre. Hector Delacroix resterait l'ange gardien dans l'ombre, s'assurant que la petite fille aux yeux sombres ne manquerait jamais absolument de rien dans cette vie. En échange, il vivrait le reste de ses jours dans l'enfer glacé du silence, se rappelant éternellement ce que c'est que d'avoir le ciel entre les mains et de choisir de le jeter à la poubelle.